OK. Constitution matérielle des systèmes industriels. Donc, comment c'est comment c'est fait le système industriel? Ouais, on va voir pas mal juste les automates. Le reste, vous allez voir ça dans plein d'autres cours là, mais qu'est-ce qui fait que c'est un système industriel? Donc, on va voir comment c'est structuré, puis on va voir aussi un peu comment c'est structuré un système ordinaire. Parce que système industriel, c'est un système ordinaire, mais industriel. OK? Donc, en général, la partie commande industrielle est composée au minimum d'un bloc d'alimentation et d'un API ou d'un module LabVIEW, National Instrument, mais là, on parle d'industriel, fait qu'habituellement, c'est ça. Industriellement parlant, ça peut arriver que ça soit autrement. Il y a d'autres modules qui existent qui sont pseudo-industriels. Puis si on est dans un lab, ben ça va rester un système de contrôle, mais ça sera pas industriel nécessairement. Ça peut être un Arduino, un microcontrôleur, ainsi de suite. Donc, mais moi, là, je m'attarde à l'industriel, OK? Habituellement, c'est un automate ou un système national instrument. Mais elle peut comprendre bien d'autres systèmes dont selon la complexité de l'automatisme à réaliser. Cependant, dans un souci de simplification, nous aborderons uniquement la constitution minimale d'un système de commande comprenant uniquement machin truc, ces deux composants. Bon. Donc, un automate programmable, c'est le cerveau, c'est un microcontrôleur qu'il y a dedans, ou assez puissant quand même. C'est un processeur. On va dire un processeur avec peut-être des modules dédiés ou un circuit dédié pour être capable d'activer des relais. Donc, il va y avoir souvent à la sortie des modules de protection contre les surtensions, des retours de courant, branchements à l'envers. Il va y avoir des optocoupleurs. On va voir ça plus bas. Les optocoupleurs, c'est important en automatisation. Aussitôt qu'on est interfacé avec des modules de puissance, on met des optocoupleurs, ce qui fait en sorte qu'on protège on protège l'automate du reste. On va juste, s'il y a quelque chose qui saute, c'est juste le module d'entrée-sortie qui saute, et ça se remplace rapidement. C'est rapidement changé. Il y a aussi l'alimentation. Donc, l'alimentation, c'est quelque chose de très important dans le monde de l'industriel, hein, parce que l'alimentation, c'est ce qui gère, c'est ce qui va donner l'énergie au système. Et si c'est pas stable, s'il y a une fluctuation, ça coûte de l'argent. Imaginez plusieurs watts, là. Les systèmes d'alimentation, si ça fluctue, ça coûte de quoi? Et ça endommage, et ça peut faire resetter votre contrôleur. Donc, c'est super important qu'il soit robuste, même si on tire plus de courant, l'alimentation reste stable. Parce que si vous avez une chute de tension sur un processeur, hein, vous avez sûrement déjà eu ça chez vous, à un moment donné, ça se met à flasher, les lumières commencent à flasher, l'ordi fait quoi? Tu perds ton travail. C'est pas super. Donc, l'alimentation, il y a des trucs de protection pour, justement, pour les automates, pour les systèmes de contrôle et tout ça. Donc, c'est important. Habituellement, dans le domaine de l'industriel, on est en 48 volts ou en 12 volts de temps en temps. Puis là, ben, à cause du fait que le do-it-yourself prend beaucoup d'ampleur, on a de temps en temps du 5 volts. Quand on est dans des systèmes de contrôle miniaturisés, plus petits, des choses plus locales, moins haute puissance, ben là, on est dans le 5 volts. On peut même aller en 3.3 volts. C'est une tendance qui se fait longtemps, qui s'en va vers ça. Mais quand on contrôle des modules plus haute puissance, on est plus dans le 48 volts. Donc, voilà. Notre MyRio fonctionne avec des sorties 5 volts, je crois. Ouais. Ou 3, c'est peut-être 3.3.
Tu as vérifié. Euh, c'est pas l'alimentation, par contre, de l'automate qui va fournir la puissance pour les actionnaires. Ça, les actionnaires, ils ont leur alimentation à eux. Ça fait partie de la partie opérative. Donc, la puissance d'un moteur de 1 kW, je m'excuse, mais ça vient pas d'une alimentation pour automate. Souvent, ils sont branchés directement sur le contrôleur qui, lui, il est fait pour fournir de la puissance. Ça, c'est plus le monde aérique, la puissance. C'est pas le mien. Architecture d'un système de contrôle industriel, là, on tombe vraiment dans mon monde. Donc, vu d'ensemble, voici à quoi ressemble la structure interne d'un circuit de contrôle à l'intérieur. Si on ouvrait le circuit de contrôle, en fait, je pourrais dire ça, c'est un Arduino, ça, c'est un automate industriel, ça, c'est votre PC. Tous les systèmes de contrôle ou de commande sont structurés sur le même principe. Qu'est-ce qu'on a? On a un processeur, on a de la mémoire. On peut avoir deux mémoires différentes, une branchée directement sur le processeur et une pour les données branchées sur le bus de données. Si on a deux bus comme ça, on appelle ça une architecture Harvard, mais on pourrait en avoir une seule qui est partagée avec le reste des données. Et là, ça, c'est une architecture von Neumann. Ça, on va en reparler plus tard, c'est plus ou moins important. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que vous avez un bus avec un processeur, vous avez un bus de communication entre les modules et le processeur est fait pour communiquer par ce bus-là et communique avec sa mémoire. La mémoire n'est pas dans le processeur, elle est connectée sur le bus pour que le CPU, le processeur, puisse communiquer avec cette mémoire-là pour aller chercher les données, le programme et tout ça, mais va aussi utiliser ce bus-là pour communiquer avec des périphériques. Souvent, il y a des périphériques d'entrée-sortie, c'est super important, mais il peut y avoir aussi des périphériques spéciaux qui vont servir pour, si on est dans un microcontrôleur, ben on va avoir des périphériques pour générer des signaux, créer par exemple des PWM, créer des formes d'ondes quelconques, détecter par exemple s'il y a un passage à zéro de tension sur un signal d'entrée, avoir des convertisseurs numériques et analogiques, ainsi de suite. Donc les périphériques communiquent au CPU par ce bus de données-là. Tout passe par un bus. Donc que ce soit votre ordinateur, vous allez entendre parler de PCI, NVMe, PCI Express, vous allez entendre parler d'USB. USB, c'est de la communication, mais c'est pas directement. Vous allez avoir un contrôleur USB qui, lui, va communiquer par ce bus-là avec le processeur. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est encore un autre truc que vous devez apprendre par cœur. Vous avez ici un bus, un bus, excusez-le, pas un bus, mais un bridge ou un pont vers d'autres bus de communication ou de protocole. Donc, dans l'industrie, on va avoir Modbus, CAN-Open, CAN-Bus, USB, OPC-UA. OPC-UA, c'est logiciel, mais bref, vous avez vraiment de la communication donc vous avez le bus qui est générique, pas générique, mais spécialisé pour le processeur. Puis vous avez un module qui permet de passer du bus de données à un nouveau bus. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un pont. Donc, c'est un bus à un autre. Donc, c'est ça. Vous avez toujours des ponts comme ça, et c'est sûr. Parce que souvent, lui est très rapide, alors qu'ici, on est plus dans des rapidités moindres. On est moins rapide. C'est important d'avoir différentes couches de rapidité de toute façon. C'est pas utile d'avoir un bus super rapide, par exemple, pour communiquer avec un clavier. OK? Clavier, tu pèses une touche une fois de temps en temps, tu t'en rendras pas compte, même si ça prend quelques millisecondes de plus. Donc, tu n'as pas besoin d'un bus hyper rapide. C'est pour ça qu'USB est parfait. Même USB 1, c'est bien correct pour un clavier. OK? Un
Un compact Rio, donc voici le schéma bloc d'un compact Rio. Donc c'est à l'intérieur, le système embarqué, comment il est fait. On a un processeur ARM, on a de la mémoire, on a des accéléromètres, donc on a une coupe de périphériques, on a des interfaces externes vers de la mémoire externe, on a des périphériques de communication I2C, carte SD, UART, CAN, ainsi de suite. Donc, USB aussi, Gigabit Ethernet, des General Purpose I/O, ainsi de suite, de la flash. Donc, ça, c'est vraiment l'architecture électronique d'un compact Rio. J'en parle parce que on va utiliser un pseudo compact Rio, c'est le MyRio en fait. Donc, voilà. Si je rentre un peu plus en détail, vous allez avoir un processeur. À l'intérieur du processeur, faites attention là. Ça, je vous demande de l'apprendre par cœur. OK? Un autre. Vous avez deux choses à apprendre par cœur. Le dessin d'une machine complète, puis la partie commande, je veux que vous compreniez que ça, c'est la structure de base. Une partie commande, c'est un système ordonné. Je veux que vous appreniez ça. Là, je suis rendu plus à rentrer à l'intérieur du processeur. Qu'est-ce qu'il y a dans le processeur? Je commence à vous en parler. On va rentrer plus en détail dans un autre cours. Mais, donc, je vais survoler. Voyez-vous, c'est pas en rouge, c'est pas encerclé, c'est pas à apprendre par cœur. Je commence à vous en parler quand même. Dans les années 40, M. von Neumann a commencé à structurer comment je pourrais faire pour faire en sorte qu'un système de contrôle puisse être reprogrammable puis être capable de faire n'importe quel programme. Programme veut dire quelque chose qui est maintenu en mémoire à quelque part, qui se souvient comment faire quand je l'allume, puis que je sois capable de changer son programme et qui continue à avoir la même structure électronique fixe. Je garde la même structure électronique fixe, mais je peux faire changer son comportement. C'est là que on a vu un processeur apparaître. Un processeur, ça a une structure électronique fixe. Contrairement à ce que vous connaissez dans un FPGA, vous pouvez changer sa structure électronique. Vous modifiez le circuit. Alors que dans un processeur, vous ne modifiez pas le circuit. Le circuit est fixe. Vous achetez le chip, il est fait de même. Ce que vous changez, c'est les opérations qu'il va effectuer et l'ordre dans lequel elles sont effectuées. C'est tout ce que vous changez. Vous ne changez pas le circuit. Dans un FPGA, vous changez pas les opérations. Ben oui, vous les changez, mais vous changez le circuit. C'est encore plus de base, un FPGA. Tandis que dans un processeur, le circuit est fixe. OK? Et comment il est structuré? Il y a une unité de contrôle, il y a une unité arithmétique qui sert à faire des calculs, et il y a des registres pour sauvegarder ces calculs-là et prendre des décisions avec l'unité de contrôle. C'est pour ça qu'il y a des liens entre chacun des modules. Et ça, c'est M. von Neumann qui a pensé à ça dans les années 40. Et c'est encore cette structure-là qui est utilisée aujourd'hui. Ça s'est complexifié. L'unité de contrôle est beaucoup plus complexe qu'elle était, mais c'est la même structure at large. OK? Donc, l'unité de contrôle, c'est la partie qui contrôle tout le processeur. C'est cette partie-là qui décide quelles seront les étapes pour exécuter des opérations d'addition, soustraction, branchement dans des trucs. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous avez l'unité de contrôle, vous avez une unité arithmétique et logique. Ce que vous avez vu avec les nombres à complément 2, les nombres FPU, les Floating Point Unit, c'est dans l'unité arithmétique que ça se passe. Donc, c'est l'unité arithmétique qui fait ces calculs-là. Vous allez avoir aussi des opérations logiques. Il y a des registres, c'est ce qui permet de sauvegarder momentanément des calculs ou des
des préférences, des configurations du processeur. Donc, vous allez avoir besoin de registres à l'interne. Donc, c'est ces trois trucs-là qui constituent un processeur. Et peu importe la taille ou la complexité du processeur, le processeur est toujours fait comme ça. Okay? Avec ces trois modules de base-là, c'est la complexité de chacun des modules qui change d'un processeur à l'autre. Donc, la mémoire, vous allez avoir plusieurs types de mémoire. Mémoire vive, mémoire non volatile, la flash, la ROM, EEPROM, et ainsi de suite. Donc, la mémoire, vous allez avoir plusieurs choses. Donc, ça, c'était le processeur. Il me reste encore un petit 5 minutes pour faire 20 minutes. Vous allez avoir aussi branché sur ça, branché sur le processeur, la mémoire. En passant ici, là, je parle de mémoire. Je reviens ici. Je remonte. Là, j'ai parlé du CPU. La mémoire, c'est ça ici. La mémoire qui est externe au processeur. La mémoire qui est externe au processeur, il peut y avoir deux formes de branchement sur le processeur. J'ai parlé de von Neumann, j'ai parlé d'Harvard. Je rentrais pas dans les gros détails là-dessus, mais Harvard, c'est vraiment, ça c'est l'université Harvard qui a dit ça. A dit, si on avait un programme dans une mémoire, puis que les données étaient dans un autre mémoire, avec deux bus différents, on pourrait aller plus vite dans le traitement de ce programme-là. Et c'est là qu'ils ont mis deux bus. Un bus directement avec la mémoire de programme, puis un autre bus branché sur la mémoire de données et aussi sur tout ce qui est périphérique. Okay? Périphérique d'entrée-sortie, mais je peux avoir plein d'autres périphériques aussi. Donc, la mémoire, quand on a un double branchement, on a deux mémoires branchées sur le CPU avec deux bus. C'est une architecture Harvard. Alors que, historiquement, M. von Neumann, lui, avait son architecture à un seul bus mémoire. Donc, il existe encore sur le marché deux types de processeurs avec une architecture Harvard et d'autres avec une architecture von Neumann. Souvent, les processeurs qui sont plus nouveaux vont avoir une architecture von Neumann au départ, puis en se complexifiant vont devenir Harvard. Même les microcontrôleurs qui datent, que ça fait longtemps qu'ils existent, ont des architectures Harvard, même si c'est des microcontrôleurs de toaster. OK. Je vais finir avec les entrées-sorties. Ouais, je vais finir avec ça. Périphériques d'entrée-sortie. Donc, les périphériques des entrées-sorties sont nécessaires pour que les informations circulent entre le processeur et la partie opérative. Okay? Si vous voulez être capable de communiquer entre le processeur, puis faire sortir de quoi du processeur, ça prend un périphérique qui va faire lever des broches, et ainsi de suite, et qui va permettre de faire une communication ou activer des choses à l'externe. Donc, le périphérique d'entrée-sortie va adapter justement les signaux de très faible puissance pour augmenter la tension, par exemple. On va passer à l'intérieur du processeur, on peut être par exemple à 0.9 volts, 0.8 volts, alors que le périphérique d'entrée-sortie, lui, va être à 5 volts ou à 3.3, va permettre un courant un petit peu plus fort, il va avoir un ampli de puissance légère. C'est pas de la grosse puissance. Je contrôlerai pas un relais direct. En tout cas, habituellement, on contrôle pas un relais direct. On va mettre un transistor en sortie aussi. Mais on va être quand même capable de passer d'une très très faible tension à une tension de 5 volts ou quelque chose comme ça. Donc, on va s'adapter à la sortie pour avoir une tension un peu plus élevée puis un peu plus de puissance. Les entrées peuvent provenir d'interrupteurs externes. Donc, on peut avoir des interrupteurs externes qui nous permettent, avec des switches, là,
ou interne à l'automate. Il peut avoir des interrupteurs internes à l'automate, au microcontrôleur. Ça peut provenir d'un autre périphérique. Peuvent provenir de capteurs à valeur discrète ou analogique. Donc, on peut avoir des entrées discrètes, des entrées analogiques aussi avec un convertisseur qui nous permet d'aller lire la tension. Les sorties permettent de lancer des actions à effectuer par les actionneurs. Donc, ça, là, c'est super important. On va voir comment on fait pour reconnaître une entrée d'une sortie. Il y en a quelques-uns qui l'ont pas pire, mais je vais continuer à pousser là-dessus parce que je sais que quand vous codez, il y en a qui perdent cette notion-là. Donc, le périphérique d'entrée-sortie est super important. Souvent, dans un système industriel, on va avoir là-dessus un optocoupleur. Un optocoupleur, c'est un chip. Voyez-vous, le chip, là, il est délimité par la petite boîte qui est ici. D'un côté, on va avoir une DEL, une diode, qui émet de la lumière dans le chip. C'est tout encapsulé dans un seul chip. Ça ressemble à un chip standard. Il va y avoir une DEL d'un bord, puis un phototransistor de l'autre bord. Donc ici, ça s'alimente comme une DEL standard. Ça prend un ground puis une tension. Donc on peut avoir une tension. On peut contrôler la DEL comme on est habitué de faire habituellement. Souvent, la DEL tire tellement pas beaucoup de jus qu'on peut l'alimenter directement avec une sortie de processeur, il n'y a pas de problème. Puis de l'autre côté, ben, phototransistor, ben, il va s'activer et là, on va pouvoir faire un ampli à commutation, comme un ampli à commutation de transistor. Et ça nous permet d'être complètement isolé de façon électriquement. On pourrait avoir une alimentation ici de 0,5 volts, puis de l'autre côté, on pourrait être en 48 volts. Pas de problème. Les deux peuvent être complètement isolés. Il n'y a même pas de communication électrique entre les deux. Donc ça, c'est très important dans le monde de l'automatisation. Ça nous permet d'avoir quelque chose qui est isolé électriquement, full protection. OK? J'arrête ça là pour tout de suite. Je vais revenir avec le reste tantôt.